Salam alaikum Zoflaoun, bonsoir, bienvenue chers téléspectateurs à cette nouvelle émission. On est toujours dans le cadre de ce carnage qui s'est passé vendredi passé. Cette maintenant de nous aller dans le cadre du Jemani Garden toujours. تواريت قوتني الجزائريين ذي البون الحراش مثلا 18 قموت 18 morts et des dizaines de blessés. On reviendra à ce sujet parce que d'abord on va essayer de comprendre cette rumeur qui est en train de s'amplifier, qui est en train de faire du chemin entre les Algériens. L'absence du président de la République, M. Majid Tebboune. C'est une absence qui pose beaucoup de questions. D'après beaucoup d'Algériens, on voit ça dans les réseaux sociaux, les commentaires des Algériens, beaucoup se demandent où est-ce qu'est notre président. Parce qu'avec ces événements, avec cette période difficile, avec cette colère de beaucoup d'Algériens, on a vu la majorité des membres du gouvernement, Boualem, les conseils du président, le Premier ministre, même s'il est un petit peu en retard, mais quand même, il est allé visiter les blessés. Mais le président de la République, à part de communiquer, on ne l'a pas vu, on ne l'a pas entendu. Ça commence à poser des questions, malgré que le régime, avec ses relais médiatiques, ils essayent de nous expliquer comme quoi il est là, il surveille, il contrôle, il est triste, il est en colère de ce qui s'est passé, et que tous ceux qui essayent ou qui osent poser la question où est-ce que le président, ceux-là, ils font partie de ce complot contre l'Algérie qui travaille pour déstabiliser l'Algérie. On reviendra à ce sujet parce que, comme je l'avais dit, ça inquiète les Algériens et ça pose beaucoup de questions. Aussi, on va revenir à cette déclaration du procureur de la République aujourd'hui. Il a parlé de premier initial, compte rendu d'une enquête initiale sur ce qui s'est passé vendredi passé. Pour eux, il y a bien sûr, les coupables sont bien distingués, sont bien connus. Le chauffeur, le contrôleur, le receveur, pardon, le propriétaire du bus et celui qui a signé le contrôle technique de ce bus. Donc, les coupables sont clairs et sont connus. On reviendra toujours, bien sûr, à ces accusations, à ces déclarations du procureur de la République qui a fait cette déclaration, même pas une heure de ça. Donc, restez avec nous. On va en parler avec nos invités. Donc, pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir ici dans le studio M. Sofiane Hanachi, militant politique. M. Hanachi, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation, pour cette émission. Merci, merci beaucoup. À partir de Paris, on a le plaisir de recevoir M. Rafik Bouhlal, analyste politique, comme j'avais dit, à partir de Paris. M. Bouhlal, salam alaikum, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir, merci à vos invités, merci aux téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne Al-Magharibia et merci beaucoup pour l'invitation. Super, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et avec le grand plaisir, j'ai avec moi aujourd'hui dans cette émission M. Karim Tabo, opposant politique à partir d'Alger. Si Karim Tabo, Zouflak, salam alaikum, mahbar bik, si Tabo. Bonsoir à vous tous, à vos invités et à nos téléspectateurs. Très bien. Et M. Karim Bouzid, militant politique et journaliste à partir de Paris. C'est Bouzid, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Salim, je souhaite aussi bienvenue pour nos invités. Je suis très honoré de participer aujourd'hui à cette émission, surtout Mas Karim Tabo, à qui j'ai toujours exprimé ma solidarité dans les différentes émissions auxquelles j'ai participé avec vous, Salim, et à qui je souhaite beaucoup de courage, de la résistance et toute une salutation militante. Très bien, merci beaucoup, c'est Karim Bouzid. Monsieur Karim Tabo, si vous me permettez, je vais commencer avec vous. D'abord, j'ai envie d'écouter ce petit reportage de la télévision, de site plutôt,
Dzer TV sur ces complots, sur ces mensonges, ou sur ceux qui prétendent comme quoi, voilà, Tebboune elle a disparu, Tebboune il est en train de passer de bons moments en vacances, et la réaction de ces journalistes. On écoute Dzer TV. لا يزال الخونة والأعداء ينفثون سمومهم ضد الجزائر وينفذون مشاريع أسيادهم لاستهداف استقرار البلاد، حيث شهدت منصات التواصل الاجتماعي تداول صورة مفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي زعم من خلالها أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خارج البلاد، غير أن رئيس الجمهورية كان يتابع تفاصيل الحادث لحظة بلحظة، وأصدر أوامر صارمة بفتح تحقيق في الحادث، وبعث بوفد وزاري لنقل تعازيه ومواساته وتضامنه مع عائلات الضحايا، ووجه تعليمات صارمة للمسؤولين بالتكفل العاجل بالجرحى. هذه الحملة تكشف حجم الهجمة الشرسة التي تستهدف الجزائر، لكنها تؤكد أيضا التفاف الشعب حول قيادته ووعيه بحجم المؤامرات التي تحيكها الأطراف المعادية للبلاد. Monsieur Karim Tabou, qu'est-ce que vous en pensez de cette rumeur? Est-ce que c'est pas normal que les Algériens, à chaque fois qu'un de nos présidents s'absente pour quelques jours, il y a cette rumeur qui s'amplifie, voilà, où est-ce qu'il est malade, est-ce qu'il est, il a des problèmes, est-ce qu'il est en vacances? Est-ce que c'est normal de poser de pareilles questions, Monsieur Karim Tabou? Il est normal de s'interroger sur tout dans ce pays. Plutôt, il n'est pas normal d'accepter ce qui se passe comme si les choses sont naturelles, sont ordinaires, sont normales. Donc, c'est croire justement au mensonge. أكبر مؤامرة في الجزائر هي تلفزيون الوطني. Le plus grand complot contre le peuple algérien, c'est la télévision elle-même, censée être une télévision publique, donc qui doit rapporter l'information au public. Il est devenu un instrument du pouvoir contre le public. Tout le travail de la télévision, c'est diffuser le mensonge, diffuser la propagande du pouvoir, essayer de détourner les opinions publiques pour tout simplement leur interdire d'émettre un quelconque avis critique envers le pouvoir. Donc, bien sûr que lorsqu'il s'agit de cet accident, qui est un événement, pour moi, il est dramatique, il est douloureux, et je profite de l'occasion pour exprimer toutes mes condoléances aux victimes et souhaiter un bon rétablissement aux blessés. Mais de mon point de vue, et ça reste un point de vue personnel, cet événement n'est pas extraordinaire. Il y a des événements encore plus graves qui se passent au quotidien. Le citoyen algérien est confronté quotidiennement à des situations difficiles. Et je pense que le meilleur exemple serait, en tout cas pour nous, pour la chaîne de télévision, pour les animateurs politiques, pour les gens qui s'interrogent sur ce qui se passe dans ce pays. Quand même, il est important, à travers cet accident, de s'interroger, ne serait-ce qu'à titre d'illustration, et nous défions d'ailleurs les autorités publiques de nous donner le chiffre du nombre de décès sur l'autoroute Est-Ouest chaque année. Je peux vous donner des chiffres, vous allez vous étonner. Savez-vous que l'autoroute Est-Ouest enregistre une moyenne de 2000 morts par année? Vous pouvez imaginer une route dans un pays qui fait une telle facture macabre durant l'année, et personne n'ose poser la question. Bien sûr que la réponse ne va pas venir d'un procureur de la République, ne va pas venir du ministre des Transports, elle va venir de ceux qui observent le système politique dans ce pays. Pourquoi? Pour une raison toute simple.
ne serait-ce que cet exemple de l'autoroute Est-Ouest. L'autoroute Est-Ouest est un scandale technique, est un scandale financier, est un scandale macabre. C'est-à-dire que si vous mettez un comité indépendant d'experts qui devront analyser de près les risques, l'infrastructure, comment elle a été posée, la base, comment elle a été préparée, l'argent qui a été dépensé, le nombre de victimes entre les morts et les blessés par année, vous imaginez, ça dépasse 2000. C'est presque une guerre civile qui se passe dans cette autoroute. Et il suffit d'aborder ce sujet avec sérénité, on va nous apercevoir que ni le ministre, ni la télévision nationale, et ni même le procureur n'est capable d'apporter les réponses parce que c'est lié à la nature du pouvoir politique. Parce que lorsqu'il n'y a pas d'instance de contrôle, quand il n'y a pas la démocratie, quand il n'y a pas une presse libre, quand il n'y a pas une élite capable d'émettre des critiques, lorsque la compétence est mise à l'écart, lorsque ceux qui ont l'aptitude technique à donner un avis sont complètement ignorés, eh bien vous avez une autoroute, je le dis, je le répète, qui est un scandale à 3 dimensions, scandale technique, et tous les accidents, bien sûr que chaque année, lorsqu'on nous présente le bilan, la comptabilité macabre des accidents de circulation, il y a des plateaux qui sont tenus au niveau de la télévision nationale, on fait venir un officier de la police, un officier de la protection civile, un responsable de l'auto-école, un représentant de l'administration, et assez souvent, pendant de longues années, les conclusions sont les mêmes, l'erreur humaine, la vitesse, etc. Mais également, il y a un autre problème qui se pose à nous. Il y a une nécessité absolue de passer au peigne fin et analyser l'état du parc roulant national. Vous n'allez pas imaginer les pratiques frauduleuses qui se passent au niveau du parc roulant, au niveau de la pièce détachée, au niveau du marché automobile. Vous ne pouvez pas imaginer qu'une grande partie des véhicules qui circulent, qui font partie du parc roulant national, ne sont pas homologués ailleurs. Ce sont des véhicules chinois qui ne fonctionnent pas en Chine. Ce sont des véhicules qui sont montés en Inde, mais qui ne sont pas vendus en Inde. Vous imaginez même les conditions techniques de base, de sécurité. Vous allez chez des constructeurs automobiles, vous allez interroger un ingénieur de ces constructeurs et qui va vous décliner toutes les dispositions, toutes les conditions pour qu'un véhicule soit homologué, pour qu'il réponde aux normes techniques de sécurité. Vous allez imaginer que sur le parc roulant national, il y a une grande partie des véhicules. Ces véhicules, les Hellbill, les Maruti, tous ces véhicules-là ne répondent pas aux normes de sécurité. Mais le problème n'est pas technique. Le problème d'abord, il est d'ordre politique. Comment s'est faite l'importation de ces véhicules? Deuxième, comment s'est fait le financement? S'est fait le financement de ces importations, et vous allez vous apercevoir qu'il suffit de tirer un fil et vous allez voir que c'est ailleurs que les choses bougent. Et lorsque vous abordez le sujet, je m'excuse, les amis vont apporter un plus à mon opinion, et ils vont donner leur avis. Il suffit de regarder les choses en face. Lorsque vous analysez l'école, vous allez vous donner à vous-même l'impression que le problème c'est l'école. Mais il suffit que vous cherchiez l'origine, et bien vous allez vous apercevoir que la crise de l'école, la crise de l'hôpital, la crise de la route, la crise des finances, elles sont liées à une crise mère qui est la crise politique. Et nous ne pouvons pas expédier ce genre de situation par une histoire d'enquête préliminaire, d'une conférence de presse d'un procureur qui
fait porter la responsabilité au chauffeur. Certes, peut-être le chauffeur, il a une part de responsabilité. Peut-être même celui qui a attribué le titre de contrôle technique a dû le passer, et tout le monde sait comment ça se passe chez nous. Hein. En tout cas, le contrôle technique chez nous, c'est une opération de donnant-donnant. Je te donne de l'argent, tu me donnes le contrôle technique. Ça n'a jamais obéi à une logique technique au sens propre du terme. Donc, lorsque vous voyez l'argent qui circule dans ces milieux, les opérations, comment ils sont faites, mais assez souvent, ils sont toutes proches d'être des opérations de corruption, de malversation, vous allez vous apercevoir que la nature du système d'administration, que la nature du système de gouvernance, que la nature du système politique tout court est... Monsieur Karim, je crois qu'il y a un problème de connexion. Monsieur Sofiane Hanachi, si on vient à cette rumeur encore une fois, le Tebboune qui est absent durant ces moments difficiles que vivent les Algériens, comment expliquer la réaction du pouvoir, la réaction des médias par rapport à cette rumeur? Merci. Bon, tout d'abord, il y a un désastre national suite à cet accident de Oued el-Harrach. En ce qui concerne, parce que bon, le président n'a pas apparu physiquement ni sur le lieu de l'incident, ni en compagnie du vice-ministre de la Défense, Chengreh, dans l'hôpital. Le fait qu'il soit absent, ce n'est pas quelque chose qui est hors de l'ordinaire. Peut-être qu'il est en vacances, peut-être qu'il est en traitement. Justement, peut-être il est en vacances, peut-être il est en traitement, mais est-ce qu'ils n'auraient pas dû au moins, est-ce que ce n'est pas le droit du peuple de savoir, au lieu de dire comme quoi non, il est là, il est sur le terrain, il les suit, il pleure, il est en colère, pourquoi on n'explique pas au peuple, au petit peuple, comme quoi voilà, il est en vacances, il est en soins, il est malade, c'est humain, pourquoi c'est secret? Absolument. Je dirais que, supposant l'option, il est en vacances. On comprend que une personnalité comme en tant que président de la République, s'il est en vacances, ou qu'il soit en Turquie, ou en Italie, ou quel soit le pays, on comprend le côté privé de sa vie et de tenir cette information en dehors du débat public, qu'il est en vacances. Ça peut être discret. Mais vu l'accident qui vient de se produire avec le renversement de ce bus sur le Oued el-Harrach, je pense qu'il n'y a pas à faire de la polémique de dire que le président il est absent et voilà, mais vous savez que... parce qu'ils ont dit, quand vous avez édité vous avez fait voir la vidéo des informations, on disait que les ennemis de l'Algérie qui exécutent blablabla, et d'utiliser l'intelligence artificielle pour dire qu'est-ce que l'intelligence artificielle a à voir avec son absence ou son présence. Il n'y a rien de mal que ceux qui sont en charge en son absence peuvent déclarer qu'il n'est pas ici. Mais vous serez d'accord avec moi comme quoi un président n'a pas une vie privée, malheureusement. Un président, quand il quitte le pays,
en vacances ou pour une visite, il doit informer la population parce qu'il y a un cachet présidentiel qui ne doit pas quitter le pays, il doit rester en Algérie. Donc normalement, il y a un remplaçant qui prend les décisions en Algérie. Donc vous me dites comme quoi c'est privé, il va en vacances. Non, mais d'un autre côté, la loi oblige les autorités à informer au moins de son absence. Comme ça, le peuple il est au courant. C'est pas... Exactement. Dans un pays qui promet de la transparence, en principe, il devrait dire que voilà, le président, il a droit du repos, hein, comme tout fonctionnaire, donc qu'il le consomme en Algérie ou bien qu'il le consomme... Bon, s'il le consomme à l'étranger, c'est un petit peu délicat parce qu'un chef d'État qui va partir quelque part dans un autre pays, il faut que ce soit aussi privé et non médiatisé dans le pays où il est accueilli. Mais le problème n'est pas là. Faire toute une bulle sur le problème de sa présence ou de son absence pour distraire du fond du problème. Pourquoi il y a eu cet accident? Et il y a une liste de données déjà. Là, ça fait des années qu'on voit l'état des bus du transport public en Algérie. Que ce soit à Alger, on les a vus, il y a eu des vidéos à Oran, à Annaba, à Santena, partout où on montrait des bus qui transportaient des voyageurs. Des personnes, des voyageurs dans un état absolument désastreux. Et il y a eu des appels concernant l'importation de bus. Des bus, surtout les bus à petite, c'est-à-dire des bus qui couvrent une zone urbaine ou bien une zone semi-urbaine, parce que les grandes distances, je crois on a vu que certains bus qui sont peut-être en bon état, surtout les bus qui font des trajets de 1000 km ou 700 km. Le problème c'est dans les villes et c'est dans les cités. Oui, des bus qui couvrent des distances de 50 à 100 km dans des zones semi-urbaines et urbaines, et on voit des véhicules vraiment qui font oublier Cuba. Le musée du Cuba, vraiment. On m'a dit que Karim Tabou est revenu. Monsieur Karim Tabou, vous m'entendez là? Oui, je vous entends très bien. Super, je m'excuse, j'avais un problème de connexion. Donc, en parlant de ce problème initial, problème majeur, c'est le problème politique. Hein, tout est relié à la décision, à la vision politique. Mais, Monsieur Karim Tabou, j'aimerais bien avoir d'abord votre avis sur cette réaction populaire à ce drame. Comme vous l'avez d'ailleurs justement dit, ce drame, c'est quotidien. Les Algériens vivent des accidents quotidien, chaque jour des dizaines de morts, surtout sur l'autoroute Est-Ouest, il y a des dégâts chaque jour. Mais comment vous expliquez cette réaction, ce ras-le-bol général par rapport à cet accident? 18 morts, c'est vrai que c'est un grand nombre, mais on a vu d'autres accidents qui ont provoqué peut-être plus de morts, mais il n'y avait pas cette réaction populaire, cette colère visible et cette tristesse des Algériens. C'est quoi ce Karim Tabou? C'est le ras-le-bol, c'est la goutte qui a débordé le vase, ou comment expliquer cette colère générale des Algériens? Vous savez, la colère, il est au quotidien, mais le contraste est le suivant. Lorsque vous voyez les ministres arriver avec les véhicules blindés, et les Algériens qui sont transportés dans des bus d'une autre époque, ben vous voyez tout simplement la différence qu'il y a entre l'Algérie officielle et l'Algérie de tous les jours, l'Algérie réelle. Et tout le monde, maintenant, à travers les réseaux sociaux, sont les témoins de cette situation. Lorsque vous allez, notamment en cette période estivale, dans les plages, et ben vous voyez des lieux
qui sont destinés au privé et qui sont destinés aux gens qui ont les moyens. Et puis d'autres personnes qui sont isolées comme ça, même au niveau de la plage. On a cette idée de l'Algérie du dedans et l'Algérie du dehors. L'Algérie des gens des officiels et l'Algérie des clandestins. Donc, dans tous les événements qui se passent dans ce pays, il y a très clairement une frontière qui se dresse entre justement cette Algérie qui appartient à la télévision nationale, qui est bien, qui manque de rien, et qui considère même que le chef de l'État est en droit de prendre des vacances. Mais l'Algérie des clandestins, l'Algérie du dehors, c'est l'Algérie qui subit la loi de la mobilisation générale, pratiquement à travers laquelle on est en train de dire aux Algériens qu'on est presque en guerre et que vous êtes tous tenus d'être mobilisés, sauf le président de la République qui n'est pas mobilisable. Il n'est pas concerné par cette loi. Donc vous voyez à peu près le contraste. Vous voyez à peu près les éléments par lesquels on peut faire des comparaisons. Il y a eu un débat sur ce qu'on appelle la loi de la mobilisation. Dans cette loi, on met en demeure tout le monde de rester sur le qui-vive, mobilisé en permanence parce que le pays est menacé. Mais lorsque la loi devait être adoptée, les députés n'avaient pas jugé utile de venir à l'Assemblée. Donc il y a eu juste à peine une vingtaine, une trentaine de députés qui avaient voté la loi dite de mobilisation. Et lorsque vous avez des drames, et ce n'est pas seulement l'accident de l'Harrach, actuellement il y a des forêts qui sont ravagées par des incendies, il y a des villages entiers qui sont menacés d'incendies. Et à ces moments-là, finalement, cette loi n'est pas utile pour mobiliser les gens sur les choses qui les concernent. Par contre, lorsque le pouvoir considère que cette loi devait être un moyen pour taire une critique contre le pouvoir et que tout le monde devait être mis en rang serré comme comme fi sahat al-alam, et tout le monde doit obéir à cette loi. Et vous voyez justement le problème de ce pays. C'est que c'est un pays qui donne deux images contradictoires. Une image de la télévision nationale, du chef de l'État, bien sûr qu'il a le droit de prendre ses vacances, qu'il a le droit d'aller à l'hôpital, qu'il a le droit de se soigner s'il est malade, etc. Mais il y a également de l'autre côté cette Algérie de la misère, cette Algérie des accidents, cette Algérie des drames quotidiens, cette Algérie de la misère sociale, des pénuries d'eau, des quartiers entiers qui ne sont pas alimentés en eau potable. Et lorsqu'ils sont alimentés, c'est dans des conditions difficiles. Le spectacle des saletés partout dans plusieurs villes algériennes. Moi, je regarde de ma fenêtre en ce moment même. Et bien, si je vous décris le spectacle que je vois de ma propre fenêtre, de la ville où j'habite à Douira, au niveau de la capitale, vous ne pouvez pas imaginer le spectacle des ordures, le spectacle des saletés, le spectacle de l'absence totale de l'État. Et lorsque vous regardez dans les bâtiments, le spectacle des citernes partout. Aujourd'hui, il n'y a pas une maison sur laquelle vous ne trouvez pas une citerne parce que les gens n'ont pas d'eau, parce que les gens ils sont en train de chercher le minimum de vie, ils ne le trouvent pas. Donc, laissons la télévision nationale raconter ce qu'elle veut raconter, laissons ceux qui sont invités sur les plateaux de cette télévision dire ce qu'ils veulent. Le quotidien, il est là, et d'ailleurs, vous l'avez bien constaté, à chaque incident, à chaque événement, un match de football, il faut fermer le stade parce que les gens ils sont en colère. Un accident, il faut fermer les accès parce que les gens ils sont en colère. Une fête, et puis voilà, il faut fermer parce que les gens ils sont en colère. Et on va continuer au rythme de tout fermer parce que finalement, le pouvoir est le premier à le savoir que le peuple n'est pas content de la situation. Justement, Monsieur Karim Taboussi, vous me dites justement que
le président, c'est comme un citoyen, il a le droit de se soigner s'il est malade, il a le droit d'aller en vacances s'il est fatigué, ce qui est vrai pour tout Algérien. Mais sauf que, comment expliquer cette réaction démesurée des médias? C'est vrai que des Algériens s'interrogent parce qu'on a vécu une douleur, on a des douloureuses mémoires, on a vécu une histoire qui n'est pas très loin, où un président qui ne pouvait même pas marcher, on disait comme qu'elle était en ville, il travaille, il pense à l'Algérie, il négocie des contrats, après on sait comme quoi il était à moitié mort. Donc l'Algérien, il a vécu, donc il a le droit de se poser les questions. Mais comment expliquer cette réaction démesurée des médias? Ceux qui pensent que peut-être Bouni n'est pas là, eh bien c'est des Ayad el-Kharidjiya, c'est des terroristes, ils travaillent parmi le plan pour déstabiliser l'Algérie. Comment expliquer cette réaction de ces médias et des autorités? Et vous savez, le pouvoir, c'est comme cet enfant qui joue avec le tramobile et à force de jouer, il joue et puis à un moment, il se croit directeur de la SNCF. C'est lui le chef de la gare. Donc le pouvoir, il est dans ça. Il y a des gens au niveau de la télévision nationale, il y a des gens dans les appareils du pouvoir. À force de vouloir plaire au chef, plaire à son supérieur, eh ben, il se prend pour ce qu'il n'est pas, à tel point que critiquer le chef de l'État, eh ben, c'est critiquer l'Algérie. C'est-à-dire que le chef de l'État est devenu lui-même l'Algérie. Mais Bouteflika, il l'a bien dit, hein, j'incarne l'Algérie, j'incarne la nation, j'incarne le pays, c'est moi tout. Mais finalement, Bouteflika n'est plus là, mais l'Algérie, il est toujours là. Nous sommes toujours là. Donc, c'est pas lui l'Algérie, ni lui, ni celui qui est venu après. Donc, aujourd'hui, je pense, lorsqu'on pose le débat, dans le cas démocratique, dans un système démocratique, le chef de l'État, il prend ses vacances, il signe des décrets, il l'annonce par des voies officielles. Et quand il y a des drames, on a vu des exemples des chefs d'État qui ont écourté leurs vacances, qui ont écourté leur déplacement pour des raisons liées justement à ce genre de drame. Malheureusement, chez nous, en termes de communication, nous n'avons pas de communication au sens propre du terme. Nous avons une propagande du pouvoir à travers ses relais médiatiques et en premier lieu la télévision nationale et les autres chaînes de télévision qui sont les postes avancés de la télévision nationale, parce que même s'ils sont des dites chaînes privées, mais dans la réalité, ce sont des postes avancés de l'EMTV. Et le chef de rédaction de toutes ces chaînes est le même. Et il est quelque part dans le pouvoir et c'est lui qui gère la communication. Donc, lorsque l'instruction est donnée pour stigmatiser, pour jouer l'accusation et pousser à l'extrême pour essayer de faire peur aux gens, ben, il faut être là, il faut avoir la sérénité qu'il faut, il faut avoir le courage qu'il faut pour dénoncer, pour critiquer, pour dire que c'est pas comme ça, parce que d'abord c'est notre pays, et puis nous sommes les témoins vivants justement de la dérive, les témoins vivants de la crise. Moi je ne comprends pas comment il y a 15 jours, la télévision nationale avait passé un débat répété plusieurs fois sur la mobilisation générale. Et on a ramené entre guillemets des experts qui nous disaient que pratiquement l'Algérie est sur le point de rentrer dans un climat de guerre, etc. Et puis quand il s'agit de la mobilisation, dans la vraie mobilisation, eh ben il n'y a pas la mobilisation. Et finalement, tous les prétextes sont faits pour empêcher les Algériens de se mobiliser pour la démocratie, mais ils sont tenus à se mettre à disposition du pouvoir si le pouvoir considère qu'ils doivent se mobiliser. Ben, ça, c'est la dictature, tout simplement. Ça, c'est la dictature. On ne peut pas appeler les choses par un autre nom. Il faut les appeler par leur nom. C'est la dictature. Très bien. Donc, aujourd'hui, personnellement, le sujet de la présence du chef de l'État et de son absence je dirais pas ne m'intéresse pas, mais n'est pas dans mes priorités. Par contre, les choses que vivent les Algériens, les drames auxquels sont confrontés les Algériens,
Et vous pensez qu'il y a eu un bus qui a fait un accident et qui a fait une chute au Wad al-Harraj, et on oublie tout le désastre du Wad al-Harraj, l'impact sur la santé publique de Wad al-Harraj, l'argent qui a été dépensé soi-disant pour aménager les espaces justement inclus Wad al-Harraj, avec la grande décharge de Wad Sammar, avec les aménagements qui devaient se faire et qui ont englouti des milliards. Et finalement, voilà, Wad al-Harraj est toujours là, les buts dégradés sont toujours là et les gens ils sont dans des conditions catastrophiques. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas regarder ce pays comme si on est un pays normal. Donc il y a un événement qui a défrayé la chronique et on prend l'événement comme si c'est extraordinaire. Mais c'est chaque jour il y a des événements extraordinaires. Chaque jour les Algériens sont confrontés aux difficultés du rudimentaire de la vie. Je vous assure. Et je ne parle pas de chez moi au village. Chez moi, on a de l'eau un quart d'heure chaque 48 heures. Alors, un quart d'heure à 6 heures du matin. Lorsque vous imaginez encore en 2025 l'obligation de se lever à 5 heures du matin et attendre que la goutte d'eau arrive pendant un quart d'heure, dans des moments de chaleur, et je ne parle pas sur les coupures d'électricité. Et d'ailleurs, pour joindre Karim Tabo, vous avez eu des difficultés parce qu'il y a des problèmes de réseau. Mais c'est un pays qui a tous les problèmes du monde. Le problème de réseau, le problème de l'eau, le problème des incendies, le problème de la cherté de la vie, de l'insécurité, des saletés, etc. Tout simplement, on ne peut pas aborder ces sujets comme si on est en train de voir un tableau. Non, il faut s'interroger sur celui qui est en train de peindre ce tableau. Il faut lui demander qu'il nous donne des explications. Absolument. Très bien, c'est Karim Tabo, opposant politique à parti d'Argy. Merci beaucoup de votre participation à Texagma. Monsieur Rafiq Bouhlel, si on vient à ce sujet quand même, le sujet du jour, hein, malheureusement, comme dans l'avait dit Karim Tabo, l'Algérien vit des événements. Chaque jour, il y a on vit en danger permanent par rapport à nos routes, par rapport à nos hôpitaux, par rapport à nos écoles, par rapport à notre économie, par rapport à notre diplomatie. Mais si on reste à ce sujet, l'absence, je peux dire, l'absence du président de la République, on avait entendu le reportage de ZRTV, mais j'aimerais bien entendre les responsables, ceux qui sont entre parenthèses sur le terrain, hein, pour rendre visite aux familles des victimes, aux hôpitaux, mais tous, alors là, tous sont unanimes, comme quoi ils sont là au nom du président de la République, ils sont envoyés par le président de la République, et le président de la République, il suit les événements minute par minute. On écoute quelques déclarations de ces responsables. نقل الوزير الأول نذير العرباوي تضامن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مع المصابين وعائلاتهم. وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، قام وزير الداخلية والجماعات المحلية بتقديم واجب العزاء. احنا كنهضروا لهنا بأمر من سيد رئيس الجمهورية لتجديد التعازي خالصة. اللهم سيد رئيس الجمهورية بعثنا لهنا باش نقدموا عائلة بعائلة نجدوا التعازي تاعو. نشكروا رئيس الجمهورية وربي يحفظه ويطول في عمره إن شاء الله تعالى، واش نقولوا له ربي يكون معه. Monsieur Rafiq Bouhlel, j'ai l'impression qu'on est en train de revivre l'histoire. On a vu que la même chose pendant la disparition, l'absence, si je peux dire, de Bouteflika. Pendant des années, on nous disait, on nous racontait chaque matin, chaque soir, comme quoi il est là, il est debout, il est réveillé, il travaille, il s'inquiète de la situation en Algérie, de la situation même régionale. Finalement, comme je l'avais dit, on le sait après qu'il était à moitié mort. Même Tebboune, il était absent pendant des mois. Il était en train de... il était en Allemagne, hein, à l'hôpital. Même pendant son absence, il y avait des rumeurs, la même chose, ça se répète, et c'est la même chose, l'Algérien, ces rumeurs qui circulent, ces rumeurs qui s'amplifient, et on voit toujours la même réaction de l'autre côté. Il est là, il s'inquiète,
ils écoutent, ils travaillent. C'est toujours la même chose, c'est Rafiq Bouhla. C'est l'histoire qui se répète en permanence. Avant tout, je présente mes sincères condoléances aux familles des victimes et à propos d'établissement aux blessés. Je suis très en colère personnellement parce que ça montre le mépris que porte le régime algérien à ses citoyens, le mépris, la valeur inexistante de la vie humaine d'un citoyen algérien aux yeux du régime et des autorités algériennes, qui ont encore une fois prouvé leur incompétence profonde en matière de gestion médiatique, politique et surtout économique. Et la non-présence du président algérien Abdelmadjid Tebboune est une insulte aux 18 victimes de ce tragique accident. Et c'est une insulte aux 45 millions de peuples, de citoyens algériens et algériennes. Même s'il est en vacances, le président algérien dispose d'un avion présidentiel, mais à sa disposition, payé par les caisses de l'État. Il aurait dû interrompre ses vacances pour venir, il est en vacances à l'étranger, de venir durant 48 heures, apparaître publiquement à la télévision et se déplacer sur le terrain et puis reprendre son avion, finir ses vacances comme tout à chacun, même si un président de l'Algérie doit passer ses vacances en Algérie. S'il est le fait de ne pas être présent et s'appuyer sur ces incompétents de ministres et de conseillers, comme on a entendu Bouhlam dire à la télévision avec le son, une image qu'il ne faut pas dramatiser. Moi, j'ai demandé à un ami médecin sur les circonstances médicales de leur mort. Il m'a dit textuellement, il m'a dit il n'y a aucune formation au monde pour les médecins concernant la noyade dans les égouts. Il m'a dit on apprend lors de nos cursus médicaux de 7 ans les noyades en eau douce et les noyades en eau salée, mais on n'a jamais été confronté à des noyades en eau trouble et des égouts, des évacuations publiques. Ça, c'est pour vous dire comment le conseiller du président de la République se permet de dire ça devant un médecin, alors que le médecin est confronté à un drame et qui doit gérer les blessés. Première des choses. Deuxième des choses, quand on parle de le mépris que porte le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à son peuple, parce qu'il n'a pas été élu par le peuple, il a été installé par l'armée, que ce soit en 2019 par le Gaïd Salah ou en 2024 en suivant Saïd Chengriha, qui lui se déplace dans des voitures blindées de 2025. Encore une fois, je vais aller encore plus loin. Il faut mesurer, il faut comprendre. Il faut comprendre, étant spécialiste de tout ce qui est transport et tout ce qui est réseau SAV automobile, j'aimerais vous donner des chiffres pour pouvoir mesurer la gravité et l'ampleur de la destruction économique du métier de transport. Il y a en Algérie exactement, le parc automobile algérien dispose de 7 731 664 cartes grises, tout secteur confondu. Les véhicules tourisme avec 4 972 920 véhicules représentant 64,32% du parc algérien. Les camions poids lourds représentent 478 355 cartes grises, soit 6,19%. Les fourgons, ce qu'on appelle les petits camions, 1 411 037 petits fourgons. Cela représente 18,27%. En autobus et autocar, il y a exactement 97 826 cartes grises, ce qui représente 1,27%. Les tracteurs agricoles, il y a 101 464 cartes grises avec 1,3%. Les tracteurs routiers, 178 965. Les engins de travaux publics, les engins de génie civil, il y en a 6 859, soit 0,14%. Il y a 180 085 remorques, il y a 300 153 motos immatriculées en Algérie, avec une moyenne d'âge entre 2019 et 2020 de 12 ans. De 2020 à 2024, c'est passé à 15 ans en moyenne d'âge. En matière de mortalité, M. Karim Tabou tout à l'heure a annoncé un chiffre uniquement sur l'autoroute S-Ouest. Je vais vous donner les chiffres au niveau national. En 2024, l'Algérie a enregistré
3751 morts uniquement du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. En comparaison avec un autre pays, on va prendre comme exemple la France, avec 40 millions de voitures, soit quasiment 6 fois et demi le nombre de véhicules en Algérie. Il y a eu du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, 3159 morts. Vous imaginez, ils ont 7 fois plus de voitures que nous, ils ont moins de morts qu'en Algérie. L'Algérie, en termes de mortalité, c'est parmi les 5 pays où il y a le plus de mortalité issue les accidents de la route. Et cela montre quoi? Cela montre plusieurs choses. La première des choses, il n'y a pas d'infrastructure routière, on a un parc de véhicules vieillissant, encore et encore, on a l'arrêt d'importation des pièces de rechange et la prolifération des pièces de rechange dites de contrefaçon, on a l'arrêt d'importation des pneumatiques et l'insuffisance des usines comme Iris et d'autres acteurs à fournir le marché national, on a l'inexistence totale d'un réseau de services après-vente adéquat pour les poids lourds et adéquat pour le VM et tout ce qui est distribution de pneumatiques et de pièces de rechange. On est on n'est pas juste loin, on est hors classement. Et ceci, ce n'est pas à cause du citoyen, ceci est à cause du gouvernement et des décisions du gouvernement et des blocages imposés par Tebboune et son gouvernement, surtout depuis les 6 dernières années. Celui qui est responsable des contrôles techniques, c'est l'entreprise nationale des contrôles techniques automobiles et l'ACTA. Et ceci est sous la coupe des autorités algériennes. Celui qui a bloqué les importations et les bus, c'est les autorités algériennes. Plus grave encore, en matière de chiffres, le gouvernement a annoncé, et le ministre des Transports a annoncé le changement de 84 000 bus en 6 mois. Il faut comprendre que le marché mondial produit 500 000 autocars, tout type confondu, par an. Le fait de 84 000 autocars représente 16,2% de la production mondiale sur une année. Et ils veulent importer ça en 6 mois. Cela représente 33,2% de la production mondiale qu'ils veulent importer en 6 mois. Cela est impossible, sachant qu'un camion, un autobus avec les normes actuelles coûte entre 150 000 et 300 000 $ hors taxe. Et cela nécessite un budget minimum de 12,6 milliards de dollars pour renouveler le parc autobus pour répondre aux besoins et aux normes qui sont inexistantes en Algérie. Et ceci est impossible. Et au niveau financier, impossible au niveau logistique et impossible au niveau du service après-vente, car on n'a pas de réseau structuré en Algérie dû à l'effondrement économique et qu'il faut minimum entre 500 millions à 1 milliard de dollars et 5 ans minimum pour créer un réseau SAV capable de répondre aux besoins de l'entretien et de la maintenance de tous ces véhicules. Donc quand je vous dis c'est un mépris total. C'est un mépris total. Et que j'ai vu tout à l'heure la conférence de presse de monsieur le procureur de la République de Dar el Beida. Moi, j'étais très étonné qu'il n'adresse pas l'accusation au ministre des Transports d'homicide involontaire par négligence à lui et l'accusation d'atteinte à l'économie nationale à l'encontre des ministres de l'Industrie qui ont échoué totalement dans le dossier de production. Justement, on va y revenir à cette déclaration du procureur de la République dans notre deuxième partie de notre émission. Donc, comme je l'avais dit, on va devoir partir pour une petite pause et on revient avec vous.